Nous sommes le jeudi 7 mars 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information hebdomadaire de la région de Portneuf, Info CJSR. La municipalité de Saint-Basile va de l'avant dans son projet d'agrandissement et de rénovation de sa caserne de pompiers et son hôtel de ville. La mairesse Lise Baillargeon de Saint-Casimir sera avec nous pour parler du nouveau plan stratégique de sa municipalité. Charles Laviolette nous réserve un reportage sur un nouveau service pour les aînés de la municipalité de Portneuf. On discute avec Hugues Genois de la Chambre de commerce de Saint-Raymond et on revient sur le Festival de la banquise 2024. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La caserne de pompiers de Saint-Basile sera complètement métamorphosée alors que des travaux majeurs auront lieu à l'hôtel de ville de la municipalité. En effet, la caserne sera placée dans ce qui constitue le parking de l'hôtel de ville de Saint-Basile en ce moment. Des investissements majeurs sont faits par la municipalité et par le gouvernement du Québec pour la mise à jour de ces infrastructures. On entend le député de Portneuf, M. Vincent Caron, concernant ce qui sera fait. Il parle notamment des enjeux qui sont vécus par le personnel de Saint-Basile dans l'établissement actuel. Mais c'est l'agrandissement de votre caserne et le réaménagement de l'hôtel de ville. Vous manquiez cruellement de place. On le voyait tout à l'heure en accédant ici et Guillaume m'expliquait que de temps en temps, pendant le conseil de ville, s'il y a un feu et que les camions rentrent, ben c'est tous les conseillers qui toussent un petit peu parce qu'il y a les échappements qui sont véhiculés dans la salle. Il y avait, et Benoît me parlait de tout ça, les difficultés lorsque vous rentriez d'avoir fait des activités ou d'être allé au service des citoyens pour éteindre un incendie, les difficultés pour décontaminer les vêtements, la promiscuité. Donc tout ça, eh bien, ce sera chose du passé d'ici quelques mois parce que vous allez avoir une belle caserne avec 4 portes, vraiment un édifice complètement repensé, mais surtout un édifice qui soit adapté aux nouvelles réalités de confort de travail, mais avant et surtout de sécurité. Et puis un réaménagement complet des espaces de l'hôtel de ville, un montant total de 4,5 millions qui est accordé par le gouvernement dans le cadre du programme PRACIM. La superficie de l'hôtel de ville et de la caserne double après cet investissement de plusieurs millions de dollars. On entend les détails de M. Guillaume Vizina, maire de Saint-Basile, concernant les changements qui seront apportés à l'hôtel de ville et à la caserne. Les bureaux existants ne sont pas démolis, mais ils sont rénovés. Donc, comme on dit, ils sont déshabillés, puis la mécanique, l'électricité, le plâtrage et ainsi de suite va être refait. Mais les divisions de ces bureaux-là, ou les cloisons de ces bureaux-là restent à leur endroit existant. Ensuite de ça, dans l'ancienne hôtel de, pas hôtel de ville, mais dans l'ancienne salle du conseil, qui l'est encore, mais qui va être l'ancienne salle du conseil, il va y avoir des bureaux supplémentaires de réaménager à cet endroit-là. Il va y avoir une cuisine pour les employés, ce qu'on n'a pas, puis qui est assez la base, tant qu'à moi, en 2024, là, pour recevoir des employés, les garder puis les attirer.
Puis il va y avoir aussi l'accueil. Marie-Michel va se faire déplacer de quelques pieds, mais qui va être pas mal mieux relocalisé au centre du bâtiment, qui va devenir accessible des deux côtés. Donc ça, je pense que c'est un plus. Pour ce qui est de la caserne, c'est 4 portes de caserne qui vont être installées, aménagées dans le stationnement actuel et à l'endroit du vieux garage qui va être démoli dans les prochains jours par Construction Côté Fils qui a eu le contrat. Donc, c'est 4 portes de garage qui sont installées là, plus des bureaux administratifs pour... Quand on dit bureau administratif pour les pompiers, c'est tout ce qui est pompier, mais en dehors des portes de garage, c'est-à-dire bureau du directeur, un bureau en extra là, pour différentes tâches, les vestiaires, les salles de rangement, puis différents équipements que je vais laisser Cédric expliquer. Des employés de l'ensemble du service incendie ont mis main à la pâte pour rendre possible ces changements. On entend à nouveau M. Vézina concernant ce qui a rendu possible l'aide financière. Et on avait des élus qui ont eu le courage politique d'embarquer là-dedans. Parce qu'on va se le dire, là, des constructions de casernes puis de bâtiments municipaux, sur le plan politique, c'est pas toujours sexy, comme on dit. Sauf qu'à un moment donné, il faut se mettre les yeux en avant des trous, puis être conscient de la réalité qu'on vit, puis on était rendu là. Donc, on ne pouvait pas se permettre de ne pas appliquer ce programme Pracim. Ça, c'est mon opinion à moi. On est allé, puis grâce à la compétence des employés, puis honnêtement, au dévouement des employés, parce qu'on n'a pas eu de gestionnaire de projet particulier pour monter ces projets-là. C'est des employés existants dans l'administration de la ville qui se sont séparés la tâche de s'impliquer dans ce projet-là, de regarder les besoins, de comparer, d'aller voir d'autres villes, comment c'est installé, de compter des sous, des budgets, de faire des fois même des démarches politiques pour aider les élus dans tout ça. Fait que moi, je lève mon chapeau à tout le monde ici. Tout le monde a travaillé fort, puis il y a même des employés qui sont plus ici, qui étaient qui ont pris leur retraite, qui ont changé d'emploi, qui ont travaillé sur ce projet-là, puis je les remercie eux autres aussi, parce que c'est un projet de très longue haleine. Pendant les travaux, les pompiers s'installeront dans le nouveau garage municipal de Saint-Basile qui a été rénové lors des derniers mois. Les deux projets, la caserne et le garage, étaient intimement liés parce qu'il était nécessaire d'avoir un lieu pour les pompiers pendant les travaux de la caserne et de l'hôtel de ville. Voici à nouveau M. Guillaume Vézina. La caserne de la Fondation, 1946, la caserne ici. Pas la caserne, le service incendie 1946, l'occupation de la caserne ici 1970. On compte 23 pompiers, 6 officiers, 17 pompiers et 6 officiers pour un total de 23 pompiers. La superficie des bâtiments existants sans la bibliothèque, on est à 485 mètres carrés et on rajoute un 630 mètres carrés de superficie. Donc on fait plus que doubler notre superficie plancher là, si on exclut la bibliothèque de ce compte-là. Le service incendie va rester totalement fonctionnel en étant très bien installé dans le garage municipal qui nous sert de zone tampon pendant les travaux ici. Le service des loisirs, même affaire. Je lève mon chapeau au service des loisirs. Les filles ont fait un job, comme on dit, de jouer à Tetris un petit peu avec les différents plateaux qu'on a qui se trouvent à être surchargés par la relocalisation d'autres activités qui étaient prévues à l'édifice Caron, mais l'édifice Caron va se trouver occupé par les bureaux administratifs de la ville, le fameux camping que je vous parlais tantôt. Donc, ça a occasionné des petits casse-têtes à nos gens des loisirs qui ont dû relocaliser nos services puis les organismes communautaires qui bénéficiaient de cette salle-là. La bibliothèque municipale de Saint-Basile restera ouverte pendant toute la durée des travaux. La municipalité de Saint-Casimir a tenu le 19 février dernier la présentation d'un nouveau plan stratégique pour son développement. J'ai réalisé une entrevue avec la mairesse Lise Baillargeon. La voici. La municipalité de Saint-Casimir a tenu le 19 février dernier la présentation de son nouveau plan stratégique pour l'aider dans son développement. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette présentation et ont pu découvrir le plan d'action en résultant. Dans l'introduction du plan stratégique, on apprend que celui-ci a été réalisé en prenant compte de l'indice de vitalité économique qui est de moins 7,1% à Saint-Casimir. C'est un indicateur assez important pour aider les municipalités et même les pousser à diversifier les efforts en matière de vitalisation. Pour parler de tout ça, du plan stratégique et du plan d'action, nous accueillons en studio Lise Baillargeon, la mairesse de Saint-Casimir. Madame Baillargeon,
Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Ben, merci d'être là. Un plan stratégique pour une municipalité, c'est un outil important pour aider justement le développement de la municipalité. Pourquoi Saint-Casimir a voulu avoir un plan stratégique là? Bien, le plan stratégique a été développé à l'automne 2002 puis au début de l'hiver 2023. Oui. Puis c'était pas très longtemps après les élections d'une part. Puis d'autre part, on sortait, n'est-ce pas, d'une grande pandémie qui a bouleversé bien des habitudes et des façons de faire des citoyens, des travailleurs qui ils demandaient, en tout cas, je pense que ça appelait à réfléchir à où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on veut aller. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça, pour pouvoir consulter nos citoyens puis savoir avec eux vers où Saint-Casimir pourrait aller ou devrait aller. Et justement, un plan d'action, en fait un plan stratégique, pardon, c'est quand même un bon outil. Comment on fait pour justement en faire un? Il y a des consultations publiques. C'est quoi la démarche pour arriver on a fait plan? affaire avec une firme professionnelle, bien sûr, mais on a fait une grande consultation citoyenne de différentes façons. Alors, il y a eu des entrevues en profondeur auprès de 8 à 10 citoyens. Il y a eu des questionnaires, évidemment, envoyés par la poste, qui pouvaient être remplis soit par la poste ou en ligne. Puis, on a eu une grande réunion aussi de consultation citoyenne où on a présenté le portrait du territoire, puis demandé vers où on pouvait aller. Puis là, bien, il y a eu des échanges entre les citoyens, les consultants, là, vraiment très dynamiques, là, en sous-groupe, sur leur vision des choses. Ça ressemble à quoi les questions, les questionnements qu'on peut poser à sa population quand on fait justement un plan comme ça? Dans le cas de Saint-Casimir, c'est beaucoup relatif à comment je dirais ça, donc, à la vitalité des échanges et le dynamisme entre les citoyens. Oui. Les citoyens nous demandaient beaucoup des endroits pour se rencontrer et tout ça. Comme je vous dis, on sortait aussi de la pandémie, là, fait qu'on n'avait pas vu grand monde souvent. Puis on voulait plus de services pour les jeunes familles, etc., des choses comme ça. On a quand même une bonne proportion de la population qui est âgée à Saint-Casimir. Puis les nouveaux arrivants, bien, ils sont plus jeunes. Fait qu'il y avait toute cette expression des besoins de chacun, de chaque groupe de citoyens. Alors, disons que la plupart de nos actions, bien sûr, on vise à avoir un milieu économique plus diversifié, mais avec les contraintes de territoire qu'on a à Saint-Casimir, disons que nos actions portent beaucoup sur la vie de la communauté, puis soutenir les échanges entre les citoyens et stimuler aussi l'engagement des citoyens, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Madame Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir, justement, vous parlez de stimuler l'implication des citoyens. Ça fait partie de la liste d'enjeux qui a été dressée dans votre plan stratégique. Je peux peut-être commencer. Vous aviez 3 types d'enjeux, les enjeux majeurs, élevés et importants. Au niveau des enjeux majeurs, on parle de dynamiser la municipalité, augmenter l'offre d'activités sociales. Ça fait un peu partie de ce que vous avez dit, là, oui, c'est ça. D'avoir plus de services aux citoyens. Je dirais qu'on a présenté les conclusions du plan stratégique en février dernier. Alors, c'est assez récent. Pourquoi on a attendu si longtemps? C'est qu'on avait... une des premières actions qu'on avait, c'était d'embaucher un agent de développement pour pouvoir suivre les recommandations puis appuyer tout le développement et les rencontres avec les citoyens. Et cette personne-là est entrée en poste au début de janvier. Donc, c'est ce qui explique le délai de peut-être 6 mois de plus là, qu'on a pris. Mais là, on a quelqu'un qui est en poste puis qui s'occupe de l'exécution du plan stratégique. Lors de notre rencontre de février, on a invité les citoyens qui le désiraient de s'inscrire ou d'être volontaires pour un ou l'autre des comités. On avait 4 comités, puis on a des bénévoles dans chaque comité. Donc, des comités qui ont été créés, ça, c'est justement un des produits directs de votre plan. C'est ça. Fait que dans les comités, il y en a un qui porte sur le développement durable, ce qui est une vaste question. On en a un autre sur l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Puis quand on parle, c'est tout nouveau venu, qu'il soit propriétaire ou locataire. On a le suivi des aménagements et l'entretien du terrain des loisirs, parce que c'est vraiment un grand lieu de rassemblement pour nos citoyens, jeunes et vieux, jeunes et plus vieux, je dirais. Et on a des demandes là, d'améliorer
la condition, je vous dirais, ou les services qu'on a au terrain des loisirs. Donc, on va consulter les citoyens pour ça. Puis finalement, on en a un sur l'avenir de l'Église. Oui. Alors, on a une belle église à Saint-Casimir. Très belle église à Saint-Casimir. Puis là, on va avoir finalement un comité sur l'avenir de l'église. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Mais je pense que déjà, là, depuis quelque temps, vous prenez un peu possession de ce territoire-là autour de l'église. Je me rappelle la première fois qu'on s'était rencontrés, Mme Baillargeon, il y avait votre monument des familles fondatrices. Pas le mien! Non, je sais, mais... le monument des familles souches. Oui, c'est ça. Exactement. C'est juste que votre municipalité travaille beaucoup dans ce secteur-là. Oui, bien, je veux dire, le terrain de l'église, c'est quasiment le noyau du village, à la sortie du pont et tout ça. Là. C'est à peu près le terrain le plus visible qu'il n'y a pas sur notre territoire. Là. Donc, l'avenir de l'Église, c'est très important pour vos citoyens aussi. Votre plan stratégique, Mme Baillargeon, et plan d'action, donc, ça va être quelque chose qui va suivre, je pense, votre conseil municipal dans les décisions à venir pour Saint-Casimir? Oui, bien en fait, on a déjà le plan d'action qui est des éléments du plan d'action qui ont été identifiés. Oui. Là, avec les comités, on va pouvoir reviser les priorités puis les échéanciers aussi, parce que là, c'est un plan stratégique sur 10 ans, là, fait qu'on ne fera pas toute la première année. Non, c'est ça. Il y a différentes étapes qu'on devra voir, puis il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas encore qu'on va faire, mais qui vont s'inscrire dans la foulée de le plan stratégique. Quand on a développé le plan, on avait un comité d'orientation qui était composé du conseil municipal et de 2 citoyens, puis périodiquement, on va faire le point avec le comité d'orientation aussi, où est-ce qu'on en est rendu dans l'exécution du plan et dans les actions qu'on a prises. Ça ressemble à quoi les actions qui seront prises pour Saint-Casimir? Bien, c'est beaucoup, comme je vous disais, les thèmes que je vous ai donnés, là. Je ne peux pas vous dire précisément lesquels. Je dois quand même respecter ce que les citoyens vont demander en priorité, là. Oui. Mais on a quand même, si on consulte sur notre site web, notre plan stratégique, on a des bonnes idées. Oui, justement, là, je pense que l'invitation, c'est bon pour tous les citoyens de Saint-Casimir qui nous écoutent et qui, bon, je sais que le mot c'est couru, ça fait presque un mois que vous avez fait votre rencontre, mais c'est disponible d'avoir tout le plan détaillé. Il est sur le site web de la municipalité, oui. Parce que, et peut-être juste en terminant, parce qu'on avait commencé à parler de vos enjeux majeurs, il y avait quand même d'autres enjeux pour Saint-Casimir. Là, je voyais inciter les familles à s'établir et rester à Saint-Casimir. C'est quelque chose qui est important pour vous. L'environnement, je pense que c'est beaucoup revenu également à Saint-Casimir. Oui, beaucoup. Les routes sécuritaires aussi. Oui, ça c'est un enjeu de respect des limites de vitesse à 50 là, en face de l'école, entre autres, puis dans les voies d'accès de chaque côté de Saint-Casimir. Alors, on ajoute des radars pédagogiques, là, vous savez, ceux qui illuminent là, avec le... Mais on a encore des enjeux de ce côté-là sur la vitesse. Là. Et juste en terminant, il y avait également dans les enjeux importants l'implication citoyenne, mais ça on en a beaucoup parlé. Un autre, bon, qui à Saint-Casimir peut être un petit peu plus, j'ai envie de dire, compliqué, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais les logements. On sait que vous êtes... Oui, bien, comme tout le monde, on manque de logements, c'est certain. Mais à Saint-Casimir, on a peu comme on appelle des blocs à l'appartement ou des multilogements. Ça ne fait pas partie du portrait immobilier beaucoup. Alors, puis on a très peu de terrains qui sont développables aussi pour des logements. En raison du zonage agricole. Bien, on a plus de 85% du territoire qui est zone agricole. Fait que c'est sûr que dans notre territoire qu'on peut développer, là, il ne reste plus beaucoup de place. Là. Mais on a dans le moment un quartier sur la rue des Moissons où on a quand même encore une douzaine de terrains qui sont à vendre, mais c'est plus pour de l'unifamilial ou du duplex. Là. On ne parle pas d'appartement. On ne parle pas de logement, de 4-6 logements on ne parle pas de ça. Ou très peu. Bien, Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir, le temps file. On a couvert une bonne partie des thèmes pour votre plan stratégique qui va suivre justement votre conseil municipal pour ces décisions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire en terminant là, sur ce sujet-là? Bien, je pourrais juste dire que je suis très contente qu'on commence à être en action puis qu'on puisse faire le suivi. Alors, les comités dont je vous parlais,
On a invité les gens, puis déjà cette semaine ou au début de la semaine prochaine, les premières réunions vont être confirmées. Alors, c'est parti. Isabelle Arjon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. La municipalité de Portneuf détient maintenant des postes informatiques pour encadrer les aînés à apprendre à se servir de nouvelles technologies. Charles Laviolette était sur place la semaine passée lors de l'ouverture officielle. On écoute son reportage. Les aînés de la municipalité de Portneuf ont désormais accès à une nouvelle salle informatique ainsi que des formations offertes gratuitement au centre culturel. Grâce à une subvention de 25 000 $ du programme fédéral Nouveaux Horizons, la municipalité a fait l'acquisition et l'installation de matériel informatique et de mobilier ergonomique. Des ordinateurs portables et des tablettes permettront aux usagers de se familiariser avec ces outils informatiques. Un téléviseur à écran géant servira dans l'animation d'ateliers de groupe. En partenariat avec l'organisme Le Club de la Joie Portneuf de la FADOC, des formations en informatique seront offertes aux aînés. Si je parle de la salle, la capacité pour l'instant c'est 7 personnes parce que c'est une petite salle et puis il y a de l'équipement pour 7. Mais à la fréquence où on va, alors qu'on ne l'a même pas encore publicisé, on peut facilement s'attendre à ce qu'on passe peut-être 300 personnes dans l'année. Et on veut développer aussi le virtuel, je pointe du doigt la petite caméra, pour étendre ça un petit peu plus large, permettre à des gens de la MRC de venir assister à nos formations. Fait on veut se déplacer, comme je disais, dans les centres, les maisons pour aînés, fait il peut y avoir un gros rayonnement. Je trouve ça intéressant de voir toute l'adaptabilité que nos aînés ont vécue dans les dernières années à vitesse grand V. Ça a été impressionnant. Jacques Bédard, un bénévole impliqué dans le projet, nous fait part du besoin qui se faisait sentir autour de lui pour des cours informatiques. Bien, je crois que c'est un besoin pour les aînés avec tous les services qui sont maintenant rendus sur l'informatique. Alors, je pense que c'est un besoin. Souvent, les aînés sont oubliés. Il y a des décisions qui sont prises. Je prends un exemple, les comptoirs d'institutions financières, ils ferment ça de plus en plus. Alors, les gens se doivent de faire tout ça en ligne. Alors, je pense que c'est un besoin. Puis, je regarde ici, là, il y a aussi les circulaires. Tous ceux qui viennent ici, la plupart, ils n'ont aucune connaissance. Ils découvrent le clavier, ils découvrent ça, ils connaissent rien, absolument rien. Ils ont même peur de toucher à ça, que ça... façon de parler, que ça explose, là. Ils sont là, puis ils touchent ils touchent aux touches, puis on dirait qu'ils ont peur. Fait que ça les enlève, cette peur-là, puis ça les... Ils découvrent qu'ils sont capables, eux autres aussi, de faire quelque chose. S'ils veulent prendre un rendez-vous chez leur médecin avec Clic Santé, bien, tout est là-dessus. Alors, par téléphone, c'est rendu compliqué. Alors, ça leur donne une option de plus. Dans la nuit de mardi à mercredi 6 mars, plusieurs incendies ont été déclarés dans la ville de Donnacona. On parle d'abris d'auto, d'une voiture et aussi de résidences, sans compter les poubelles. Les occupants de la maison qui a été incendiée ont été évacués sans qu'il n'y ait de blessés. Chacun de ces incendies ont été maîtrisés rapidement et le service des enquêtes du poste de la MRC de Portneuf travaille dès maintenant sur les causes et circonstances de ces événements qui sont jugés criminels. Ils font ça en collaboration avec la division des enquêtes sur les crimes majeurs. Les techniciens en scène d'incendie ont été mandatés afin d'effectuer l'expertise de certaines de ces scènes d'incendie. La collaboration du public a été demandée dans ce dossier. L'inquiétude se fait sentir dans les rangs des partisans du Metal Perrault de Donnacona alors que leur équipe ont essuyé en fait 2 revers cette fin de semaine dans la série éliminatoire l'opposant au Loup de la Tuque. En effet, l'équipe rivale a obtenu le vendredi soir dans son domicile à la Tuque une victoire à l'arraché en prolongation d'un match très serré. Dans ce match, chaque équipe a compté un but en première période. Pour Donnacona, c'était Hubert Delisle qui a ouvert la marque.
En deuxième période, encore une fois, les deux équipes ont marqué. Et cette fois, c'est Philippe-Olivier Riopel qui est parvenu à le faire pour le Metal Perrault. Et finalement, en prolongation, parce qu'il n'y a pas eu de but en troisième période, Benjamin Dion des Loups de la Tuque a clos la rencontre. Le soir suivant, à Donnacona, le Metal Perrault a laissé tomber une avance de 2 buts en troisième période, alors qu'il dominait le match par la marque 3-1. L'attaque de la Tuque a explosé. Alors qu'à 6 minutes 50 de la troisième période, il y a eu un but et ensuite 4 autres sont survenus. Donc un total de 5 buts sans réplique ont été marqués en troisième période pour les Loups de la Tuque. Et ça s'est terminé donc ce match par la marque de 6-3. Alexandre Roy, Michael Bédard et Philippe-Olivier Riopel du Metal Perrault ont marqué dans ce match. Vendredi, c'est un autre match à la Tuque, le troisième match de la série, et le quatrième aura lieu samedi à Donnacona pour justement le quatrième match de cette série qui, je vous le rappelle, est en format 4-7. Au retour de la pause, une entrevue sur la fête des neiges de Saint-Léonard. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas d'allure. Faut vraiment pas. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelle pour moi! Mais moins de poubelle. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Saint-Léonard de Portneuf tiendra ce week-end sa fameuse fête familiale Neige en fête. J'ai discuté avec Ludovic Pajot, employé de la municipalité, pour en connaître un peu plus sur cet événement. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter cette entrevue pour l'activité qui commence justement en fin de semaine. Alors, nous rejoignons en studio Ludovic Pajot, agent de développement communautaire responsable du service des loisirs de Saint-Léonard de Portneuf. Bonjour Ludovic. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être là. Vous avez en fin de semaine, le 9 mars, la fête des neiges qui, bon, comme à chaque année, sera tenue à Saint-Léonard. Oui. On va inviter la population. Oui, c'est ça. On va inviter la population de Saint-Léonard et les alentours à venir profiter d'une belle activité à l'extérieur. Ouais. Malgré les conditions météorologiques, on a décidé de le faire pareil. Donc, dans le fond, pour la fête des neiges, on va avoir de l'animation pour les enfants. On va avoir de la sculpture sur glace animée par Mathieu Fecteau. On va avoir des jeux gonflables, une petite chasse aux gnomes par la vallée secrète, des petites activités de création, des petits dessins, des choses comme ça pour justement faire bouger le monde à l'extérieur. Et justement, là, comme vous l'avez dit, il y a quand même la météo qui n'a pas été de notre côté. On pense qu'on est presque au printemps déjà. Oui. Donc, ça va se faire au Préau de Popol, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, au Préau de Popol, on va mettre des activités à l'intérieur là. Vu que dans le fond, ils vont justement du curling qui va être dans le Préau. Donc, ça va être une belle activité pour l'ensemble des citoyens et les alentours. J'en profite peut-être là, pour montrer l'affiche à la caméra pour votre événement. Faut rappeler quand même, là, je pense que même si c'est à Saint-Léonard, les gens des alentours peuvent venir également. Oui, c'est ça. Dans le fond, toute la population de Portneuf est invitée pour venir à cette activité-là. Super. Eh bien, je pense qu'on fait quand même le tour. Ludovic Pajot, agent de développement communautaire, merci de l'invitation. Merci d'avoir été là pour
l'entrevue. Merci. Merci beaucoup. Un changement au niveau de la direction générale est survenu au centre de services scolaires de Portneuf le 29 janvier dernier. En effet, la directrice générale qui était en fonction, Mme Marie-Claude Tardif, a cédé sa place à Mme Lucie Léraud. Cette dernière a œuvré dans un centre de services de la capitale pendant 20 ans, dont 17 comme directrice d'établissement. Et elle a également dirigé les services éducatifs à l'adaptation scolaire. Le dernier mandat qu'elle a occupé était à l'école secondaire Roger Comtois, une école de 220 membres de personnel. Dans ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, Mme Léraud a toujours voulu se rendre au niveau d'une direction générale d'un centre de services scolaire en gardant une proximité humaine avec le personnel et les utilisateurs. Depuis son entrée en poste, Laurie Léraud a déjà rencontré l'ensemble des directeurs d'établissements œuvrant dans la région. Il y en a une quarantaine. Le centre de services scolaires de Portneuf compte près de 7100 élèves selon les données de la rentrée de 2023. Les policiers de la Sûreté du Québec de l'équipe intégrée de la lutte au trafic d'armes ont mené à bien une opération en matière de lutte contre le trafic d'armes le 29 février dernier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, mais aussi à Fossambeau-sur-le-Lac. Suite à des informations données par le public, l'enquête a débuté en octobre 2023. Les policiers ont réalisé une perquisition importante dans une résidence privée et justement, on a réussi à saisir environ 16 kilos de cocaïne, près de 25 000 $ en argent canadien, un peu plus de 500 grammes de hashish, environ 800 grammes de cannabis en vrac, près de 350 comprimés de médicaments sous ordonnance, 8 armes de chasse, 6 cellulaires et 3 véhicules ont été saisis comme biens infractionnels. Au cours de l'opération, les policiers ont procédé à l'arrestation de 3 hommes âgés entre 38 et 57 ans. Ils ont tous été libérés par la suite en attente des procédures. Nous avons reçu mercredi en studio M. Hugues Genois, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Saint-Raymond, pour parler de son assemblée générale annuelle et de son avenir. Voici cette entrevue. La Chambre de commerce de Saint-Raymond tient son AGA le 13 mars prochain. Nous avons M. Hugues Genois, qui est membre du conseil d'administration pour la Chambre de commerce de Saint-Raymond, pour en parler, mais aussi pour parler de ce qui a été fait dans la dernière année à la Chambre de commerce et ce qui s'en vient pour celle-ci. M. Genois, bonjour. Ah, bonjour. Mais merci d'être des nôtres. Bon, je veux commencer avec votre AGA. C'est quoi un AGA? Et dans votre cas, ça se trouve à être où, là? L'AGA, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce. Ouais. C'est au Roquemont, le 13 mars à 17h30. Donc, tout le monde est invité, les membres, les futurs membres, les gens qui ont un intérêt pour la Chambre de commerce, pour faire le bilan de notre année passée, pour aussi parler de nos projets. Ouais. Puis, on veut recevoir les gens à partir de 17h30, genre d'un petit cocktail dînatoire, là, quelque chose de sympathique. Puis, à 18h30, là, la GA va commencer pour informer les gens. La partie comme un peu plus officielle, si on veut. Ouais. Puis la partie légale faut faire dans l'Assemblée générale. Puis on va présenter les états financiers, on va faire un topo de la Chambre, puis on va écouter les gens surtout. Monsieur Genois, dans la dernière année, ça ressemblait à quoi les activités pour la Chambre de commerce? La dernière année, ça a été tranquille. Okay. On ne se cachera pas, ça a été tranquille. On a fait beaucoup de travail, je dirais, en arrière-scène, si on veut. On a fait beaucoup beaucoup de travail de fait là, au niveau tout le côté légal, remettre à jour les dossiers. On a déménagé, on était au centre Augustine Plamondon, on est rendu sur la rue Guillon. On a un bureau qui est permanent là, dans un édifice de la ville. Donc, on a pignon sur rue. Ensuite, on a affiché aussi le poste de directeur ou directrice là, générale de la Chambre. Donc, si des fois vous connaissez des gens qui sont intéressés, c'est un poste à 25 heures par semaine pour commencer. Puis, selon l'évolution de la Chambre, on pourra voir pour avoir plus d'heures. Aussi, on a mis notre bâtiment en vente sur la rue Saint-Jacques, là,
celle qu'on appelle la maison de la chambre de commerce, là, avec les bâtiments pour l'entreposage. On a tout mis ça en vente. On a quand même des bons prospects, des beaux projets. Il y a des belles possibilités d'agrandissement, d'offrir plus de services. Puis, ça sort un peu de notre mandat. Ça. Avec le temps, on s'est aperçu que la direction générale mettait beaucoup de temps dans la gestion des entrepôts, puis de faire de la location pour remplir tous les locaux de la maison, du bâtiment administratif, si on veut. On mettait beaucoup d'énergie là-dessus. Puis, ça nous sortait de notre mission première d'être une chambre de commerce au service de nos membres, puis au développement. C'est ça qui est venu la décision de tout mettre ça en vente. Monsieur Genois, justement, je vous entends parler, on parle de la mission d'une chambre de commerce. C'est quoi exactement? La mission, là, c'est de faire du réseautage d'affaires. Oui. De mettre des gens d'affaires ensemble pour que les gens se parlent. On vit tous les mêmes problèmes à différents degrés. Tout le monde en a affaires. Puis des fois, on a l'impression qu'on est seul à le vivre, ce problème-là. Mais tu regardes tous les entrepreneurs autour de toi, puis tout le monde va vivre le même. Sauf que les gens d'affaires ont besoin de se confier, puis tu parles, tu sais, si tu n'es pas en affaires, des fois, d'expliquer ça à quelqu'un qui justement, qui n'a pas d'entreprise, c'est plus difficile. Parce que les gens disent « Ah, mais il n'y a pas d'affaires à se plaindre, il est en affaires, écoute, il y a sa business. » Oui, mais tu sais, des fois, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler avec d'autres entrepreneurs eux aussi, là, j'ai inclus le féminin, pour échanger, pour parler des bons trucs, des bons coups qu'on a faits, puis des fois des moins bons. Puis c'est une question de contact, on le dit, réseautage, mais c'est des contacts, c'est de mettre des gens ensemble qui vont peut-être faire du maillage d'entreprise, échanger des services, dire écoute, moi j'ai eu tel problème, c'est telle personne qui m'a aidé, va là, il y a des bonnes ressources. Fait que la chambre de commerce, c'est un... Moi je dis tout le temps, la chambre de commerce, c'est un agent liant. Ils vont mettre des gens d'affaires ensemble, ils vont s'assurer qu'il y ait une bonne communication. On va donner l'information aux chambres de commerce. Dans les chambres de commerce, il y a beaucoup d'informations qui circulent, des programmes, des subventions. Puis souvent, les entrepreneurs, là, on n'a pas le temps de commencer à fouiller partout puis se dire, ben, c'est quoi? Fait que la chambre de commerce devient vraiment là, un pôle de développement. Puis c'est le rôle qu'on veut reprendre à la chambre de commerce à Saint-Raymond. Dans la prochaine année, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en préparation pour la Chambre de commerce? Oui, bien, c'est sûr que la semaine prochaine, à l'Assemblée générale, on va en dévoiler un peu plus. Oui. Mais on veut recommencer, c'est ça, le réseautage d'affaires, les visites d'entreprise, de réunir des gens pour faire des projets porteurs pour la région. Quand je dis Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, c'est Rivière-à-Pierre, c'est Sainte-Christine, c'est Saint-Léonard. Donc, on veut travailler avec les 4 municipalités pour avoir, on dit tout le temps, la force du Nord. Là. Oui. Mais, tu sais, c'est que tout ce monde-là se parle, puis qu'on soit capable de travailler ensemble, d'avoir des projets porteurs. Aussi, on veut créer un événement pour souligner les bons coups de nos entrepreneurs, la relève en entreprise, les transferts, puis les possibilités aussi. Tu sais, c'est qu'est-ce qui nous manque comme service, qu'est-ce qui nous manque comme commerce, où qu'on peut aller les chercher. Fait qu'on veut travailler. Ça va être nos dossiers qui vont cheminer là, dans la prochaine année. Et vous avez parlé tout à l'heure de la mission de la Chambre de commerce. Il faut quand même dire que pour les entreprises, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. On peut penser l'avènement de le web à cause de la pandémie. Il y a eu des changements dans les fonctionnements même d'une entreprise. Donc j'imagine là, que du côté de la Chambre de commerce, ça fait aussi un peu partie de vos missions d'épauler les entrepreneurs là-dedans. Oui, effectivement. C'est qu'on veut être... pas faire le travail pour les entrepreneurs, mais leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent avancer. Côté numérique, côté médias sociaux, pour être capable de rester à la page. Parce que, comme tu dis, on a beaucoup il y a beaucoup de compétition par le web, là, on ne se le cachera pas. Donc, pour surtout le commerce de détail, il faut être capable de dynamiser les entreprises, effectivement.
Monsieur Hugues Genois, membre du conseil d'administration pour la Chambre de commerce de Saint-Raymond, on arrive à la fin de notre entrevue. En terminant, est-ce qu'on peut justement rappeler à qui s'adresse votre AGA? Et bon, vous l'avez dit à partir de, je pense, 17h30 au Roquemont le 13 mars. 17h30 au Roquemont, aux gens d'affaires. Ça s'adresse à tous les gens d'affaires, dans le fond. On veut que les gens soient là. On veut les entendre. On veut que la Chambre de commerce, ça nous appartient tous, la Chambre de commerce. Fait que si quelqu'un a le goût de s'investir, de dire, écoute, moi j'ai tel projet, j'y vais au conseil d'administration, on a de la place, c'est un beau milieu. Oui. C'est un milieu qu'on peut faire avancer beaucoup de dossiers, que si des gens sont intéressés à se joindre à nous, qu'ils viennent nous rejoindre, ça va nous faire plaisir. M. Genois, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler. Merci pour l'invitation surtout. Merci. La semaine passée à Cap-Santé avait lieu une première, la première d'un rassemblement de communautés de montagne et nature. Voici le reportage de Charles Laviolette. C'est à Cap-Santé le 28 février dernier que se tenait le premier grand rassemblement de la communauté montagne et nature. La rencontre a réuni des entrepreneurs en tourisme et des représentants d'organismes autour du thème du tourisme responsable 4 saisons. Cette initiative de Destination Québec Cité se poursuivra avec 3 autres grands rassemblements et culminera avec un concours entrepreneurial avec 1 million de dollars en bourse. Une série de 12 webinaires est déjà disponible en ligne pour inspirer le développement de solutions pour un tourisme pérenne et faire face aux changements climatiques qui hypothèquent la saison hivernale. Donc, on est rassemblés aujourd'hui pour ce premier grand rassemblement du Plan Montagne. Plan Montagne qui découle d'une initiative du ministère du Tourisme pour répondre à divers enjeux de l'industrie touristique de montagne et de plein air à Québec. Donc, à Destination Québec Cité, on a décidé avec le Plan Montagne de créer une communauté entrepreneuriale pour justement rassembler autant les membres, les joueurs dans l'industrie, les entreprises, mais tout l'écosystème qui gravite aussi autour des entreprises et de l'industrie touristique pour les aider à répondre aux défis et aux enjeux qui viennent avec, par exemple, les changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, on a une excellente réponse. On a eu entre 100 et 150 personnes qui se présentent avec nous. Et le but de la journée, c'est de créer des liens, des maillages. Donc, on veut outiller les gens pour créer, quand on parle de communauté, on veut que les gens se rassemblent, discutent de leurs enjeux, trouvent des solutions communes. Et c'est le but de ce premier grand rassemblement-là. Autant pour diversifier l'offre touristique qu'il y a sur le territoire, une offre touristique qui pourrait se vouloir 4 saisons pour favoriser la pérennité de l'industrie touristique de montagne et de plein air, favoriser aussi les chaînes d'approvisionnement locales, répondre à divers enjeux de tourisme responsable et durable. Donc, plusieurs éléments qui font en sorte que ensemble, seul on va plus loin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, c'est le but de la communauté entrepreneuriale. Si je peux vous donner un exemple qui semble assez flagrant, on le voit cet hiver d'ailleurs, là, avec l'hiver qu'on a, avec le peu de faibles précipitations. Si on pense, par exemple, tout ce qui est station de ski, de montagne, la période d'opération des stations de ski se voit réduite par les changements climatiques qui limitent les précipitations, moins de neige. Donc, on doit pouvoir diversifier pour pouvoir pérenniser justement nos actions, étendre nos actions davantage 4 saisons. Et ça, souvent, mais ça se fait pas tout seul parce que les solutions viennent justement avec un arrimage avec différents partenaires, certaines entreprises qui peuvent collaborer ensemble. Donc, des enjeux de changement climatique qui viennent perturber les saisons touristiques, les activités qu'on peut faire, qu'on peut réaliser ou ne plus réaliser, justement, fait en sorte que pour pérenniser, des fois, on doit se renouveler. Et quoi de mieux que de se renouveler ensemble, de créer des synergies pour s'assurer, justement, que l'ensemble de l'industrie soit pérenne. Plusieurs conférences et ateliers se sont tenus durant la journée. Étienne Beaumont et Frédéric Asselin ont entre autres présenté le modèle d'affaires de la coop de solidarité Bras du Nord. Pour la suite des choses, il faut savoir que le Plan Montagne, c'est, oui, une série de 12 webinaires qui visent à outiller, à former les communautés, justement, sur diverses thématiques, comme je disais tout à l'heure, autant l'innovation, le tourisme responsable et durable, même comment aller chercher du financement pour ces projets de tourisme durable. Donc, c'est d'essayer de faire un lieu où, justement, où on se parle et où on se rassemble. Les grands rassemblements aussi en présentiel sont une autre occasion où là, concrètement, on prend plus le temps ensemble de parler.
Mais il faut savoir que c'est aussi le concours entrepreneurial avec 1 million de dollars qui vise à réaliser des projets pour aider la communauté, pour trouver des solutions, pour amener les entrepreneurs et l'écosystème à travailler ensemble avec des projets porteurs et structurants de diversification de l'offre touristique 4 saisons. Assurément, les entreprises, les entrepreneurs, les organismes en but non lucratif sont invités à s'intéresser au concours entrepreneurial parce qu'ils sont admissibles dans le concours. Je vous invite à aller voir sur la page web et dans le guide du promoteur, là, du demandeur, les détails du concours en soi. Mais oui, un entrepreneur peut déposer un projet. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est avoir des projets structurants. Alors, assurément, on demande d'avoir un regroupement d'organismes, d'entrepreneurs ensemble pour déposer des projets qui vont être porteurs dans la région. Le Festival de la banquise 2024 de Portneuf est maintenant derrière nous alors que la fin de semaine fut relativement chaude pour cette période de l'année. Pour faire un compte-rendu de l'activité, j'ai discuté avec Jeanne Couture, directrice générale d'Artefacts Urbains, l'entreprise qui est à la tête de cet événement. Voici cette entrevue. Et on parle maintenant du Festival de la banquise 2024, la 5e édition, avec la directrice générale d'Artefacts Urbains, Jeanne Couture. Madame Couture, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un peu de votre temps pour parler justement de cette édition-là qui, vous m'avez parlé juste avant qu'on commence l'entrevue, semble être une édition record. Comment c'était le Festival de la banquise 2024? Ça a été vraiment merveilleux. On a eu 3 jours là, de beau temps, 1er, 2 et 3 mars. On était vraiment dans des températures de printemps. Le festival cette année est un petit peu plus tard qu'habituellement. C'était habituellement mi-février. Mais en raison des marées, donc nous, on doit changer la date du festival chaque année en fonction vraiment de la marée pour que les canotiers partent à marée haute. De la banquise de Portneuf, en fait. Donc, cette année, ça tombait pendant le premier week-end de la relâche, aussi au début du mois de mars. Donc, je pense que ça a aussi aidé au niveau des dates. On a eu 4000 personnes durant les 3 jours. Une édition record vraiment, en plus avec une météo qui était clémente. Donc, ça a permis, je pense, à beaucoup de familles de venir sur le quai. On était chanceux, il ventait même pas, donc vraiment, il faisait super beau. Dans les belles journées, je dirais, entre guillemets, d'hiver qu'on a eu, parce que bon, on n'a pas eu un gros hiver cette année, mais c'est ça a vraiment été une très belle édition. Au niveau de la course de canot à glace, est-ce que les conditions étaient favorables au canot à glace? C'était comment, là, au niveau, justement, de la course? Bien, au niveau de la course, l'enjeu, c'était la banquise à Portneuf, parce qu'une des choses qui caractérise la course de la banquise, ça s'appelle comme ça parce qu'on a une banquise qui est très longue, qui est jusqu'à la fin du quai, qui est une banquise normalement d'environ 1 kilomètre. Et ensuite de ça, les canotiers traversent la banquise et partent vers Pointe-Platon, à Lobinière, entre l'eau et la glace, je vous dirais. Mais cette année, la banquise était super courte, vraiment, donc au début du quai. En raison de ça, en fait, les canotiers, on a dû faire 4 vagues de départ parce qu'on ne pouvait pas mettre tous les canots un à côté de l'autre pour le départ. On a 44 équipes qui participent ici à la course de canot de Portneuf, donc on a dû faire 4 départs, un départ par classe. Donc, il y a 4 classes de canots. Oui. Et donc, ils sont partis à 3 minutes d'intervalle chacune, en raison de la banquise qui était plus courte, mais comme tel, on avait de la glace sur le fleuve, des beaux gros morceaux de glace partout qui flottaient, donc la course a été même plus difficile que les canotiers pensaient. Ils pensaient qu'il allait y avoir plus d'eau sur le fleuve, ça va vite dans ce temps-là, mais il y avait quand même là, énormément de transitions entre la glace et l'eau. Une course où les plus rapides ont fait ça en environ 45 minutes, puis les plus lents là, autour de presque 2 heures. Ouais. Et le Festival de la banquise, oui, l'attraction principale, c'est le canot à glace. Par contre, il y a une panoplie d'activités. Et c'était comment au niveau des autres activités là, au festival cette année? Oui, donc le vendredi soir, on avait une soirée d'ouverture, un 5 à 7 d'ouverture, notamment avec les photographes qui ont participé à notre concours de photos qu'on fait depuis 5 ans. On avait 15 photographes qui ont été sélectionnés. Leurs photos ont été exposées pendant le Festival de la banquise à l'extérieur. Et on avait une veillée de danse traditionnelle avec des musiciens de la place. Donc, on avait Manuel Lavallée. On avait aussi Étienne Bourré-Denis. Et qui d'autre était là déjà?
J'avais 3 musiciens. J'ai oublié l'autre musicien, pardon, avec le choreur Philippe Jeté. Donc, on avait quand même 3 musiciens de Portneuf, un choreur de l'extérieur, mais c'est vraiment une belle mise en valeur là, des artistes locaux. Et on a eu 55 personnes à notre veillée de danse traditionnelle. Donc, ça a été vraiment une super, super belle soirée. Chose qu'on veut répéter dans les années futures d'ailleurs, là, de lancer le festival par une veillée de danse. Puis ensuite de ça, ben, le samedi, on a quand même dû adapter un petit peu notre programmation en raison de la météo. Parce que, je ne vous cacherai pas, on avait des activités qui étaient en lien avec la neige. Hein, donc, on devait utiliser la neige comme matériau d'activité, chose qu'on n'a pas pu faire, bien sûr. Ça faisait quand même quelques semaines qu'il n'y avait plus de neige sur le quai. Alors, on a adapté nos activités familiales pour pouvoir toujours offrir une belle programmation. Donc, on avait des initiations de fat bike. On avait aussi un canot à glace construit en bois de façon traditionnelle qui était là. On pouvait rencontrer le constructeur de canot, parler avec un ethnologue spécialiste du canot à glace aussi. On avait toutes les activités en lien avec la glace, on a pu les faire quand même. On a eu la sculpture sur glace, initiation de sculpture pour le public. Grosse murale aussi de glace colorée qu'on a fait sur le sol. On avait des jeux géants qu'on avait de Général Patente de Nakona qui nous avait prêté. On avait toutes sortes d'animations avec lui et son équipe. Fait que donc, on avait quand même plusieurs activités sur le site, mais on a dû adapter un petit peu la programmation, on l'avoue, parce que ça, c'est vraiment la neige, c'est ça qui nous a un petit peu plus déstabilisé là, du côté du festival. En effet, il faut dire que la neige n'a pas été bien au rendez-vous dans toutes les activités qu'on a eues dans Portneuf et depuis le début de l'hiver. Jeanne Couture, on arrive à la fin de notre entrevue. Je veux juste peut-être retourner vers le canot à glace. Je sais que vous aviez aussi là, la diffusion web en direct pour cette activité-là. Ça s'est bien passé à ce niveau-là aussi? Oui, absolument. D'ailleurs, les gens qui veulent voir la course, vous pouvez la voir sur la page Facebook du Festival La Banquise. On avait 2 drones, 3 caméramans sur place qui ont capté toute la course. Vraiment, on avait 2 animatrices aussi là, qui expliquent une foule de choses pendant la course. Vraiment super intéressant à écouter. Puis même si vous l'avez vu en personne, d'aller l'écouter après. On voit des images inédites, bien sûr, avec toutes les images de drone. On suit les équipes. On a une vue très, très proche aussi des différentes touches qu'ils ont dû faire dans le parcours. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour puis d'écouter ce live Facebook-là, qui est devenu une marque de commerce. On le fait depuis 4 ans maintenant. Oui. Et je vous dirais qu'à chaque année, on s'améliore. Et là, c'est vraiment un super beau produit. Là. Eh bien, Jeanne Couture, directrice générale d'Artefacts Urbains, je vous remercie d'avoir justement là, discuté avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Le 20 février dernier se tenait à la Maison des Générations de Cap-Santé une rencontre d'inspiration organisée par l'organisme Un Toit pour Toi. La Maison Richelieu, une maison d'hébergement pour jeunes filles mineures ayant pignon sur rue à Québec, a présenté ses services. Alors que plusieurs ressources réclament davantage d'accompagnement au logement pour les mineurs dans la région, on apprenait que 7 jeunes filles de Portneuf ont bénéficié d'un logement à la Maison Richelieu en 2023. Charles était sur place pour nous faire un compte-rendu. Depuis cet automne, une nouvelle ressource existe dans Portneuf pour contrer l'itinérance et comprendre les problèmes de logement dans la région. Jean-Philippe Goyette a été engagé par l'organisme Un Toit pour Toi. Son objectif est de fédérer les ressources déjà existantes dans Portneuf et de dresser un portrait de la situation du logement dans la MRC. À Cap-Santé, à la Maison des Générations, plusieurs organismes se sont réunis pour assister à une rencontre d'inspiration offerte par des représentants de la Maison Richelieu, un organisme en hébergement jeunesse qui a pignon sur rue à Québec. Suite à cette rencontre, on constate que les services d'hébergement jeunesse sont déficients dans Portneuf et que plusieurs jeunes Portneuvois doivent se rendre à Québec pour obtenir de l'aide. Nous avons rencontré François Soucy et Geneviève Jean de la Maison Richelieu. On est une maison d'hébergement pour jeunes filles 12-17 ans de la capitale nationale. Autrement dit, on héberge des jeunes filles qui proviennent autant de Charlevoix que de Portneuf. On a été invités aujourd'hui à venir présenter un petit peu notre ressource, mais aussi on est une des 32 auberges du regroupement des auberges du cœur. Fait que faire un petit portrait là, de ce que c'est des auberges du cœur. Une des raisons pourquoi on est approché, c'est qu'on accueille des jeunes filles de Portneuf.
7 jeunes filles dans la dernière année qui sont venues héberger chez nous provenaient de Portneuf. Oui, bien c'est sûr que pour les jeunes filles de Portneuf, c'est quand même un déracinement là, de venir dans notre milieu, à la maison d'hébergement pour elles. C'est un milieu qu'elles ne connaissent pas nécessairement. Ça peut être très anxiogène, en fait, de déraciner de leur communauté, de leur école, de leur réseau social aussi. Alors, voilà. Jean-Philippe Goyette, un coordonnateur de Un Toit pour Toi, explique la démarche de son organisme. Un Toit pour Toi, c'est un chantier sur le logement dans Portneuf, un des 6 chantiers de Portneuf Ensemble. Ma collègue Sylvie Bertrand va pouvoir mieux vous expliquer ça en mai à la grande rencontre qu'on vous invite le 2 mai prochain. Mais entre-temps, pour revenir sur mon chantier Un Toit pour Toi, nous, essentiellement, cette année, on a 2 grands objectifs. Premièrement, documenter la situation par rapport aux enjeux, aux besoins de la population portneuvoise pour se loger. Il peut y avoir des jeunes, il peut y avoir les personnes handicapées, il peut y avoir les aînés qui sont de plus en plus nombreux dans Portneuf. Il y a une grande diversité de besoins pour se loger, puis c'est pas juste, oui, c'est un toit pour toi, c'est ça essentiellement qu'on veut faire au chantier. On veut s'assurer que les gens, dans Portneuf, peu importe leurs conditions, puissent avoir un toit à se mettre sur la tête. Il y a une grande diversité d'enjeux. C'est un dossier qui est très complexe parce qu'il est multiple. Alors, nous, nos priorités pour cette année, justement, j'y reviens, c'est ça, c'est documenter la situation, les besoins, les enjeux, de façon à ce qu'une fois qu'on les connaisse, là, on pourra travailler avec la communauté pour essayer de trouver des solutions qui vont pouvoir résoudre là, certains de ces enjeux-là. La raison pourquoi on se voit aujourd'hui, c'est qu'on a fait une rencontre d'inspiration sur le thème de l'hébergement jeunesse. Parce que ça, justement, c'est un enjeu qu'on a entendu parler, qui était très fort ici dans Portneuf. De ce qu'on entend, les jeunes, ils vivent des grands enjeux à partir du moment qu'ils doivent quitter leur milieu familial, que ce soit à cause d'un conflit ou toutes sortes de raisons. Bien, ils sont déracinés carrément, autant de leur famille que de leur réseau d'amis, de leur réseau scolaire, parce que finalement, on doit les sortir de Portneuf pour aller les amener à une ressource d'hébergement qui peut se trouver à Québec ou ailleurs au Québec. Portneuf a des particularités, notamment on est influencé par le pôle de Québec, c'est-à-dire Québec, la ville, c'est une agglomération. Donc, le poids démographique de Québec, à mesure que ça se développe, ça commence tranquillement pas vite à avoir... Bien, je pense que ça commençait déjà auparavant, mais de plus en plus, les effets du développement, le fait qu'on se retrouve en périphérie de Québec, avec le télétravail, avec toutes sortes de nouvelles donnes qui sont apparues depuis les dernières années, ça fait que justement, les enjeux qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, aujourd'hui, sont beaucoup plus apparents. D'où la raison pourquoi on veut faire justement une mise à jour du portrait qui datait de 2013, la situation du logement dans Portneuf, de façon à ce qu'on ait vraiment un portrait actualisé de la situation, qu'on puisse vraiment travailler sur les problèmes d'aujourd'hui et non ceux d'il y a 10 ans. CJSR vous informe d'un nouveau service qui s'offre à tous les Portneuvois pour être mis au courant davantage au niveau de l'information portneuvoise. Donc, je vous rappelle, c'est l'infolettre de CJSR qui est disponible pour tous. C'est accessible sur notre réseau web, le site Internet. Vous voyez un exemple ici d'il y a quelques semaines. Chaque vendredi suivant le bulletin Info CJSR, l'infolettre sera envoyée une fois par semaine avec les nouvelles de la semaine et des raccourcis pour accéder directement aux entrevues et reportages. Maintenant, la Ligue d'improvisation Portneuf Alouette sera de retour le 11 mars, donc dès ce lundi, après la pause de la relâche. Vous allez pouvoir voir les verts et les jaunes performer devant vous. C'est au cinéma Alouette, toujours gratuit. Et ensuite, l'émission est diffusée sur les réseaux de CJSR. Rapidement, parce que le temps file, vous savez, du côté de Saint-Ubalde, il y a dorénavant un nouveau château d'eau, un système donc qui est fait de 48 pieds de hauteur. C'était nécessaire pour Saint-Ubalde de changer son infrastructure d'eau parce que l'ancien vieux de près de 50 ans n'arrivait pas à offrir une pression d'eau acceptable dans l'ensemble des quelques 1400 résidences. De plus, l'ancien bâtiment s'élevait à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le nouveau est à 148 mètres. Il faut également savoir que le projet, en fait, les travaux ont coûté 4,2 millions de dollars. Bon, en terminant, il y a le segment météo. Donc, on écoute le segment qui a été réalisé par mon collègue Philippe Papillon.
Alors, c'est ce qui complète le bulletin d'information. Merci à tous nos invités et tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette émission. Tony, et il y a également Luc, on a aussi Arthur, Charles, Aubert, ainsi que Philippe. Je remercie tout le monde d'avoir été là et je vous souhaite justement de passer un bon week-end. On se retrouve jeudi prochain.